Bonjour à tous et bienvenue dans Pour tout vous dire. Le prochain blockbuster chinois sera-t-il adapté d'un livre français? S'il est encore trop tôt pour le dire, nous allons aujourd'hui nous immerger dans le monde passionnant du livre et de son adaptation pour le petit et le grand écran, à l'heure où les plateformes de vidéo à la demande font exploser la production audiovisuelle et où l'intérêt pour l'écriture est lui aussi par conséquent grandissant. Pour cela, j'accueillerai des représentantes de grandes maisons d'édition françaises qui accompagnent la vie des œuvres littéraires dans ces longs processus que sont la traduction et l'adaptation cinématographique. Ariane Foubert-Guillon, responsable des sessions de droit chez Fayard, et Laure Saget, directrice des droits audiovisuels chez Flammarion, seront avec nous dans la première partie. Et puis Nolwenn Guillemot et Marie Dessay, que je vous présenterai tout à l'heure, prendront le relais avec un focus sur la littérature jeunesse et la bande dessinée. Bonjour Ariane Foubert-Guillon et bonjour Laure Saget. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Les livres sont une source inépuisable d'inspiration pour le grand écran. Un film sur 5 est une adaptation. Comment s'explique, d'après vous, cet engouement du 7e art pour le littéraire? Laure Saget, je vais commencer avec vous. Déjà, il faut dire que historiquement, le cinéma et la littérature sont indéfectiblement liés puisque, par exemple, Le Voyage sur la Lune de Méliès est inspiré d'un livre de Jules Verne. Donc depuis que le cinéma existe, la littérature adaptée au cinéma existe. Donc il y a ce besoin, ce goût des auteurs, réalisateurs de s'inspirer des livres qu'ils ont aimés et de transposer finalement les images intérieures qu'on se construit quand on va lire ou aimer un livre pour les transposer à l'écran. Il faut savoir que tous les grands classiques ont été adaptés au cinéma. Et pour revenir à la période plus contemporaine, aujourd'hui, on a une augmentation de la production avec l'arrivée des plateformes et donc une nécessité finalement de générer de plus en plus de films et donc de puiser dans cette espèce de fond inépuisable qu'est la littérature. Oui, une énorme demande actuellement et c'est ce qui nécessite des rencontres comme Shoot the Book entre des professionnels de l'édition et du cinéma. Tout à fait. Et c'est infiniment précieux de pouvoir avoir cet échange-là, cette année dans des conditions un peu particulières, mais d'avoir vraiment l'occasion d'échanger avec eux, d'échanger sur l'évolution des demandes, ce dont le public a envie. Et voilà, c'est tout l'objet de ces rencontres. Alors on va essayer de s'intéresser à ce que c'est qu'une adaptation, que ce soit une traduction ou une adaptation pour le cinéma. Lors d'une adaptation ou d'une traduction, on parle de cession des droits. C'est votre métier à toutes les deux. Qu'est-ce qu'on entend précisément par ce terme? Comment ça se passe concrètement? Ça va se passer sous la forme d'un échange contractuel, avec un échange sur des conditions tant financières qu'artistiques. Et ça se matérialise à la signature d'un contrat. L'éditeur, cessionnaire des droits donc du livre, signe un contrat avec le producteur et il y a un transfert de la propriété des droits. Effectivement, et ce qu'il faut rappeler quand même, c'est que si on est en position de céder ses droits, c'est parce que l'auteur lui-même nous les a cédés. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Quand un contrat d'édition est signé, l'auteur va céder ses droits pour l'édition du livre, mais il va aussi céder ses droits par un contrat séparé, bien spécifique, sur l'audiovisuel. Et ce qu'il faut aussi préciser, c'est que quand on va signer un contrat avec un producteur et céder les droits, l'auteur est toujours co-signataire du contrat. C'est fondamental et ça fait partie du pacte moral qu'il y a entre l'éditeur, l'auteur et le producteur. Donc l'auteur, celui qui est à l'origine finalement, accompagne la vie finalement de son œuvre jusqu'à l'adaptation. Il va vraiment être acteur de cette cession puisqu'il va signer lui-même le contrat. C'est pas comme s'il remettait la mission entre nos mains. Effectivement, c'est nous qui allons avoir la dynamique commerciale, la dynamique artistique, de trouver les producteurs et les réalisateurs qui peuvent s'intéresser, mais il est toujours présent dans le process. Alors les productions littéraires françaises sont plutôt bien placées, à la fois sur le plan de la traduction et de l'adaptation cinématographique. Les éditeurs hexagonaux connaissent de remarquables performances en matière de vente de droits à l'international. Le français est la deuxième langue la plus traduite derrière l'anglais. Absolument.
Et le nombre de contrats, on constate là que le nombre de contrats de session avec les éditeurs chinois est exponentiel ces dernières années. On ne peut que s'en réjouir. Ça résulte aussi de la mise en place d'une stratégie de la part de notre maison, puisque depuis 8 ans, nous faisons tous les 2 ans, si ce n'est tous les ans, le déplacement à l'occasion de la foire du livre de Pékin qui se tient fin août, qui nous permet d'entretenir un lien avec les éditeurs chinois avec lesquels on travaille au quotidien. Et la Chine, c'est un Eldorado pour les auteurs francophones. Elle est apparemment le principal acheteur de droits de livres français. Pour ce qui concerne le fonds de la Maison Fayard, on peut voir que ça concerne essentiellement des titres de sciences humaines, donc de non-fiction. Ce qui est intéressant également, c'est de constater que le marché s'ouvre aussi pour des titres de fiction, et donc parmi lesquels récemment, dans nos marques tant Mazarine que Fayard. Voilà, donc le public s'ouvre, les envies s'ouvrent, et ça c'est extrêmement intéressant. Est-ce que vous avez des exemples récents de livres français qui ont connu un certain succès en Chine, l'une d'entre vous? Je sais que des auteurs comme Marc Lévy sont assez populaires, ils sont traduits en chinois depuis assez longtemps. Tout à fait. Et pour ce qui est de la non-fiction, en tout cas parmi les auteurs Fayard, Jacques Attali a une véritable audience en Chine. Et parmi les auteurs de sciences humaines dont on parlait tout à l'heure, il y a aussi Éric Orsena, Alain Badiou, Frédéric Lenoir. Et parmi les auteurs de fiction plus récemment, Aurélie Valionne et Virginie Grimaldi. Et ce qui est très sensible aussi et notable, c'est que par exemple des opus tout à fait un peu hors du champ classique, comme l'éloquence de la sardine de Bill François, trouvent un écho auprès du public, et ça évidemment on ne peut que s'en réjouir. Vous voulez ajouter quelque chose, Laure Saget? Non, même chose, effectivement, la littérature grand public trouve un véritable écho en Chine, et le fait qu'un auteur comme Antoine Lorrain, qui fait des comédies romantiques ou des ouvrages qui s'adressent à un large public, soit traduit en chinois, c'est un énorme progrès et ça donne de l'espoir. Et puis certains Chinois sont aussi férus de cinéma français. C'est d'ailleurs ce que montre le succès du festival Panorama du cinéma français, dont la 17e édition vient de commencer début décembre à Pékin. Est-ce que vous savez quel type de cinéma français apprécient les Chinois? Alors il y a les 2 pans que vous venez d'évoquer. Enfin, il y a le premier pan qui est vraiment le cinéma d'auteur français tel qu'il est vu dans le monde entier. Et puis, il y a le cinéma très populaire, avec notamment le succès des films de Luc Besson. Un film comme Anna a eu un énorme succès en Chine. Donc, vous avez vraiment ces 2 aspects qui aujourd'hui cohabitent. Et effectivement, le travail d'Unifrance permet vraiment de nourrir et continuer à entretenir cet échange et ce goût entre le cinéma français et le public chinois. Vous avez pu rencontrer virtuellement le 6 décembre, dans le cadre de l'événement Shoot the Book Sanya, des producteurs chinois réunis à Hainan en Chine à l'occasion du Festival international du film. Shoot the Book, c'est un événement qui est né à Cannes, en marge du Festival de cinéma, sous l'impulsion d'un ensemble d'éditeurs français et qui s'est étendu à de grandes villes telles que Los Angeles, Toronto ou encore Shanghai depuis 2017. Son rôle est de favoriser les échanges et les collaborations entre le monde audiovisuel et l'univers de l'édition. Je vous propose de revenir en images sur l'édition qui vient de se tenir à Hainan et pour laquelle vous étiez en duplex dans ce même studio, faute de pouvoir vous rendre sur place. Pour sa nouvelle édition chinoise, le 6 décembre, Shoot the Book se tenait pour la première fois au Festival du film de Hainan. Mais en raison du contexte sanitaire, c'est en duplex que les échanges avec les éditeurs français ont eu lieu cette année, avec 7 heures de décalage horaire. Comme pour chaque édition, les représentants de plusieurs des plus prestigieuses maisons d'édition françaises se sont prêtés en amont à l'exercice délicat du pitch, puis direction le studio pour un échange en vidéoconférence avec les éditeurs et producteurs chinois. Le but du jeu, convaincre et signer des contrats, bien sûr, mais aussi apprendre à se connaître pour mieux travailler ensemble. Ça s'est très bien passé, j'ai trouvé. Malgré la distance, on a pu avoir des échanges intéressants. Donc après, on va voir ce que ça va donner. C'est à l'image finalement de la rencontre qu'on essaye de faire avec la culture chinoise. C'est assez intéressant puisque on s'aperçoit, là on avait un double filtre, le filtre de la langue et le filtre de la distanciation.
Et c'est ce qu'on ressent, nous, quand on essaye de présenter des ouvrages pour l'adaptation audiovisuelle, c'est passer toutes ces barrières culturelles pour retrouver finalement les éléments communs qu'il y a entre ce que nous on peut proposer en matière de fiction et ce que eux recherchent. C'est une merveilleuse opportunité pour un éditeur français de présenter des titres qui ont eu un succès en Chine et de passer de l'adaptation littéraire en chinois à l'adaptation audiovisuelle, ce qui pourrait aussi permettre à l'éditeur chinois d'augmenter ses ventes et d'augmenter le rayonnement de l'œuvre littéraire qui est déjà publiée en Chine. Côté français, 11 livres avaient été sélectionnés par le jury de Shoot the Book China. Si les négociations pour parvenir à adapter un livre peuvent prendre des années, ces rencontres feront avancer les futures collaborations franco-chinoises. En attendant, une première adaptation d'un livre français en Chine. C'était la première fois que vous participiez à Shoot the Book cette année ? Non, c'était la 4e ou 5e fois, puisque j'ai eu la chance d'ouvrir Shoot the Book Shanghai en 2017, d'assister à la première édition. Et puis ensuite, à peu près chaque année, en fonction des livres qu'on propose, on a l'occasion d'aller au moins à une édition de Shoot the Book. Moi, j'ai fait plusieurs fois Shoot the Book Cannes, j'ai fait aussi Toronto. Pour moi, cet événement est vraiment révélateur de la manière dont les éditeurs ont décidé de se professionnaliser et d'aborder vraiment la session audiovisuelle comme un élément du dispositif de la mise en valeur du travail d'un auteur. C'est-à-dire que, historiquement, le fondamental de la mise en valeur du travail d'un auteur, c'était la traduction. Aujourd'hui, les choses se sont vraiment ouvertes. Et il y a des équipes dédiées, spécialistes, qui ne s'occupent que de l'audiovisuel, ce qui est quelque chose d'assez nouveau. Ça fait à peu près une dizaine d'années, simplement, qu'il y a des vraies équipes dédiées dans ce domaine-là. Et c'est vraiment révélateur, le fait que Shoot the Book existe avec une marque forte, qui est maintenant transposable dans plein de pays et dans différents lieux. C'est vraiment le marqueur de cette volonté des éditeurs de s'organiser, aborder de manière le cinéma. Pour faire face à cette demande exponentielle. Exactement, et de surtout, production audiovisuelle. C'est vraiment cette idée de mettre en valeur le travail d'un auteur. Ariane Faubert-Guillon, vous avez déjà participé ou c'était la première fois cette édition? Nous avons eu la chance de participer, comme Laure, à plusieurs éditions de Shoot the Book dans différents formats. Carole Sodojo, qui dirige le service des droits de la Maison Fayard, avait, elle, participé à Cannes, à Los Angeles. Et pour ma part, j'avais eu la chance d'être accueillie à Shanghai l'année dernière. Voilà. Alors, est-ce que vous pourriez nous parler assez rapidement des livres que vous avez pitchés cette année pour cette édition? C'était pour ce qui concerne la Maison Fayard, un livre d'Ismaël Kadare, qui est donc le plus célèbre des auteurs albanais, qui est édité et publié par la Maison depuis, je dirais, une trentaine d'années. Et qui, avec Chiara Nedoruntin, c'est un thriller entre réalisme et un peu science-fiction. Une histoire assez glaçante sur fond de promesses qui liraient par-delà la mort. C'est remarquable. Et il nous semblait que dans la problématique que ça soulevait et sur voilà, ce rapport à la parole donnée, ce rapport à l'engagement qu'on peut avoir, il y avait une histoire qui certes a été écrite il y a quelque temps, mais qui résonne de façon très sensible en tout cas en ce moment. Et vous aviez 2 ouvrages présentés, je crois. Tout à fait. Et le second, qui est donc publié par Mazarine, qui est aussi une marque des éditions Fayard, qui est une comédie romantique qui est drôlissime, qui est extrêmement fraîche et qui fait beaucoup de bien. Et vous, Laure Saget, c'était quelque chose de très français, très romantique. Oui, alors effectivement, on était très heureux pour les éditions de Flammarion de présenter l'ouvrage d'Antoine Lorrain qui s'appelle La femme au carnet rouge, qui est effectivement une pure comédie romantique. La particularité, c'est que l'auteur a mixé la comédie romantique et l'enquête, puisque donc on va avoir un personnage principal qui va essayer de retrouver une femme à travers une série d'indices. Et donc le lecteur est en position à plus d'informations que le personnage principal, puisque le lecteur sait qui est cette femme et va donc suivre avec un intérêt grandissant l'enquête qu'il va faire pour essayer de la retrouver. Et en parallèle de ça, on va comprendre que l'amour est en train de prendre la place dans son cœur. Et finalement, la question qui était posée en fonction des histoires de ces 2 personnages principaux, qui étaient est-ce qu'on peut retomber amoureux voilà, après avoir vécu ou un deuil ou un divorce,
on s'est dit que c'était suffisamment universel pour pouvoir intéresser un public chinois. Voilà. Sur quels critères vous êtes-vous fondé pour faire cette sélection? L'histoire, avant tout, les personnages, l'universalité du message qui passe. Dans un cas comme dans l'autre, dans le livre d'Ismaël Kadare, comme dans celui de Marie Vareille, c'était aussi ce qui a primé. Et puis voilà, le message passé, les valeurs qui sont véhiculées, mais fondamentalement et avant tout l'histoire. Et vous, c'est effectivement la même chose. Moi, c'est ce que j'appelle l'adaptabilité. C'est un mot compliqué, mais c'est la question qu'on se pose à chaque fois qu'on lit un livre. L'adaptabilité d'un roman. On prend en compte vraiment tous les aspects. C'est-à-dire, est-ce que l'histoire est suffisamment puissante? Est-ce que l'histoire avance de manière suffisamment riche? Puisque si un réalisateur veut adapter un livre, c'est qu'il y trouve suffisamment de nourriture scénaristique pour éviter d'écrire lui-même le scénario. Donc c'est la richesse du scénario. On a aussi toujours en tête la question du budget. C'est-à-dire, est-ce que c'est un film qui est adaptable au sens où est-ce que un budget de production peut se prêter à ce livre? Et c'est vrai que là-dessus, les deux ouvrages, celui que vient citer Ariane ou celui-là, sont des ouvrages qui sont pas très chers à adapter. Et donc on a un champ très ouvert, on n'est pas obligé d'aller voir des producteurs qui ont l'habitude de faire des grosses productions. Tout ça, on l'a toujours en tête quand on réfléchit. Alors vous parliez d'adaptabilité, est-ce qu'il y a des recettes pour repérer un livre qui soit adaptable? Non, évidemment, malheureusement, il n'y a pas de recette. Est-ce qu'il y a des éléments, alors, des oui, petites choses qui vous mettent la puce à l'oreille? Oui, c'est le scénario, c'est-à-dire est-ce qu'on peut résumer l'histoire dans un scénario qui est visible de l'extérieur? Puisqu'il faut faire attention, la littérature, c'est souvent du dialogue intérieur. C'est très souvent un discours intérieur. Donc la première question qu'on pose, nous, en lisant le livre, c'est du dialogue intérieur et de la puissance littéraire du livre. Est-ce qu'il y a une histoire qu'on peut filmer? Et donc, c'est toujours mettre à plat l'histoire et voir si la structure narrative est suffisamment forte pour passer à l'écran. Oui, parce qu'un livre, ça n'a rien à voir avec un scénario. Ariane Foubert-Guillon, vous voulez ajouter quelque chose? Et sur la force des personnages, je rejoins totalement ce que dit Laure. Et au-delà de la richesse du matériau qui est déjà présent dans le livre, il peut y avoir des messages qui sont transmis, qui font écho à des problématiques ou qui entrent en résonance avec des problématiques actuelles, avec l'histoire même peut-être personnelle d'un auteur, parce que c'est aussi d'un auteur de film, j'entends par là, puisqu'ils sont tous auteurs. Et c'est là aussi l'importance de notre travail dans les maisons, c'est d'identifier quel pourrait être l'interlocuteur idoine pour s'emparer de cette histoire, la faire sienne, et la transformer, la porter sur l'écran. Oui, parce que ce sont effectivement deux artistes finalement qui vont s'emparer d'une même histoire et en faire parfois quelque chose, donc quand il s'agit du réalisateur, quelque chose qui n'a rien à voir avec l'œuvre telle que les lecteurs avaient pu la découvrir. On parle parfois même de trahison d'ailleurs de l'auteur. Effectivement, plus c'est trahi, mieux c'est trahi. C'est-à-dire, c'est d'ailleurs le travail que nous on fait dans les maisons d'édition, cette préparation psychologique de l'auteur qui doit petit à petit, quand il accepte que son ouvrage soit adapté, renoncer à son livre et accepter que ça devienne complètement autre chose, anticiper sur la trahison qu'il va voir à l'écran. Mais à un tout petit niveau, à notre petit niveau à nous, en tant que lecteurs, on peut mesurer à chaque fois qu'on a adoré un livre et qu'on a vu le film adapté, l'espèce d'écart énorme qu'il y avait entre ce que notre imagination a construit et ce qu'on voit. Souvent une déception. Voilà, tout souvent. D'imaginer pour un auteur qui a écrit le livre et qui le voit comme ça transposé par quelqu'un d'autre. Effectivement, c'est un peu traumatisant. Et puis il y a des livres qui ont eu assez peu de succès lorsqu'ils sont parus et puis qui ont fait des grands succès au cinéma, comme La Délicatesse. Oui, alors La Délicatesse, effectivement, pour la maison Gallimard, le livre avait quand même bien fonctionné. Mais effectivement, l'adaptation qui a été faite au cinéma par son auteur, donc c'est là où c'est encore une plus belle histoire, c'est que... oui, l'auteur avait réalisé lui-même le film. Avec son frère, Stéphane. Donc David et Stéphane ont réalisé eux-mêmes l'adaptation du livre de David Fuenquinos, et effectivement, c'est vraiment le cas où le film a donné une visibilité beaucoup plus large au livre. Et où là, le problème de la trahison ne se posait pas puisqu'il a adapté lui-même et ça a eu un effet extrêmement positif sur les ventes du livre. Ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir, c'est que très souvent,
le fait qu'un film existe au cinéma va avoir un effet positif sur les ventes du Oui, livre. d'ailleurs, en général, les éditeurs s'empressent d'utiliser l'affiche du film pour refaire une publication du livre, pour lui donner une nouvelle vie. Tout à fait. C'est ce qu'on peut imaginer, c'est ce qu'on avait fait. Alors, en l'occurrence, c'était un exemple un peu différent, mais d'un auteur qui n'est plus là, mais qui est représenté formidablement bien par sa succession, qui est le cas de Boris Vian, et dont L'écume des jours avait été adapté au cinéma par Gondry. En effet, là, on avait fait une réédition, mais c'est dans ce cas-là toute une sorte de dynamique qui se met en place entre les différents éditeurs, puisque nous sommes des maisons d'édition en grand format, mais les éditeurs poche peuvent aussi prendre le relais, et ça peut donner lieu à pas mal de créativité, et c'est toujours un exercice très intéressant. Et puis ces livres, enfin vous parliez d'adaptabilité tout à l'heure, Laure Saget, mais ces livres s'adressent en principe dans un premier temps à un public français, donc il y a tout un travail aussi pour les amener vers un public non français, en l'occurrence chinois, si on pense à l'événement auquel vous avez participé récemment. Il y a un enjeu énorme de traduction. En Chine, il existe un prix d'ailleurs qui récompense la traduction d'œuvres francophones vers le chinois, vers le mandarin, qui s'appelle le prix Foulet. Vous en avez entendu parler, vous le connaissez? Tout à fait, il a été remis là au mois de novembre. Voilà, cette année, il me semble que c'était Bernard-Marie Caltès qui l'a reçu. Et c'est un prix qui emmène, c'est l'essentiel même de la traduction, à la rencontre de l'autre et à la découverte de l'ailleurs. Et je crois que c'était le prix Nobel Saramago qui disait quelque chose de très vrai, que l'écrivain fait la littérature nationale et que le traducteur fait la littérature universelle. Et pour ce qui est de l'adaptation en elle-même, quand il y a des cultures qui sont somme toute assez différentes, en l'occurrence entre la culture française et la culture chinoise, l'idée qu'on garde toujours à l'esprit, c'est aussi que le lecteur qui va s'intéresser à un livre d'une culture qui n'est pas la même que la sienne est un lecteur qui a envie de découvrir cette culture. Curieux. Et donc, quand bien même il y aurait des écarts entre... Voilà, il y aura une espèce de choc de culture, même si je ne suis pas sûre que ce soit encore d'actualité de parler ainsi, mais il y a une vraie curiosité, il y a une appétence de découvrir une autre culture, de découvrir un ailleurs et d'aller à la rencontre de quelque chose qu'on ne connaît pas. Vous voulez ajouter quelque chose sur ce sujet? Oui, la question c'est de trouver les éléments communs, c'est-à-dire typiquement quand on a réfléchi nous à la question sur la femme au carnet rouge, c'est juste pour donner un exemple concret. On sait que dans la culture chinoise, la question de la transmission et du rapport aux morts est très importante. Les fantômes sont toujours très présents dans la littérature chinoise et du coup, par exemple, là sur la femme au carnet rouge, le fait que son mari soit décédé et qu'elle ait finalement une discussion et un dialogue intérieur avec lui après sa mort, on a analysé et on s'est dit que c'était un élément qui pouvait faire un pont avec la culture chinoise sur une histoire qui est quand même très française, dans un contexte très contemporain où on considère qu'après 40 ans, on a encore le droit d'être amoureux. Donc c'était ce pont-là qu'on essayait de faire et qu'on essaye toujours de faire. C'est vraiment l'idée de faire des ponts finalement qu'on retrouve. Tout à fait. Nous sommes des ponts. Nous arrivons à la fin de la première partie de cette émission. Merci à toutes les deux, Laure Saget et Ariane Foubert-Guillon, de nous avoir fait le plaisir d'être venues nous parler de Shoot the Book et de l'adaptation littéraire, un sujet sur lequel nous allons continuer d'échanger avec deux autres éditrices que je vais accueillir dans un instant. Bonjour Nolwenn Guillemot et Marie Dessay, merci d'être avec nous dans Pour tout vous dire, pour une deuxième partie dans laquelle nous allons parler plus spécifiquement de la littérature jeunesse et de la bande dessinée. Alors je vous présente rapidement, Nolwenn Guillemot, vous êtes assistante session de droit audiovisuel chez Mediatoon. Tout à fait. Et Marie Dessay, vous êtes directrice des droits étrangers jeunesse chez Nathan. Oui, c'est ça, exactement. Alors tout d'abord, parce que nous venons d'en parler dans cette émission, est-ce que vous pourriez nous parler des ouvrages que vous avez pitchés pour Shoot the Book Sanya qui vient de se dérouler? Marie Dessay. Alors, Seul dans la ville, on l'a sélectionné parce que c'est un succès commercial en Chine, c'est assez incroyable. En Chine, ils en ont vendu 600 000 exemplaires. Et c'est aussi un titre qui a eu énormément de prix chinois et français.
Et c'est aussi un livre qui est sur la liste de l'éducation nationale en France et en Chine. Donc ça nous paraissait un choix évident pour toutes ces raisons-là, et aussi parce que l'histoire peut se placer dans n'importe quel endroit. Enfin, c'est en France, mais ça pourrait être à Shanghai, à New York, à Tokyo. C'est vraiment ouvert. Donc c'est un livre qui avait déjà été traduit en mandarin, qui avait déjà remporté un succès en Chine. Donc c'est une valeur sûre pour vous. C'est une valeur sûre, et ce serait dommage qu'il n'ait pas la chance d'être adapté. Et vous, Nolwenn Guillemot? Nous, on se concentre essentiellement sur des titres qui sont traduits en chinois. Glenn Gould en faisait partie, et on présente souvent des titres à potentiel international. Dans le cas de biopic, c'est souvent le cas, on le voit avec le succès actuel de The Crown ou de Jeu de la Dame. Donc c'était un titre qui nous paraissait tout à fait intéressant pour le marché chinois. En plus, la musique, ça voyage très bien. Et on essaye aussi de mettre en avant des histoires dans lesquelles on peut mettre en avant la Chine. Et c'est le cas avec La Recherche du Dragon Rouge, puisque l'histoire se termine en Chine. Et puis évidemment, il y a un dragon chinois. Évidemment. Ça pourrait parler forcément au public chinois. Donc vous représentez ici aujourd'hui la littérature jeunesse et bande dessinée, qui sont des secteurs qui marchent très bien à l'export, puisque plus d'un titre sur deux est cédé en jeunesse et bande dessinée. Oui, nous par exemple chez Nathan et chez Syros, c'est la deuxième langue la plus vendue dans notre catalogue. On a des partenariats très resserrés avec des éditeurs chinois depuis à peu près 40 ans. Et chaque année, nous participons donc à la foire de Shanghai et à la foire de Pékin dans l'optique de vendre beaucoup d'ouvrages en Chine. Et pour nous, effectivement, le marché chinois est important, il est croissant aussi. Et on a la chance d'avoir une équipe qui travaille à Shanghai et qui nous permet d'être présents culturellement, commercialement sur place et de voyager dans tout le pays pour rencontrer les éditeurs, pour promouvoir nos licences. Et grâce à leur travail, ça nous permet de faire connaître nos ouvrages en Chine. Alors il y a une question que j'avais envie de vous poser. L'adaptation littéraire jeunesse connaît un succès de plus en plus colossal. Et il y a eu surtout un événement qui a beaucoup marqué, c'est le succès d'Harry Potter, qui a été d'abord un succès littéraire avec 450 millions de livres vendus dans le monde, puis un succès au box-office. Est-ce qu'il y a un avant et un après Harry Potter dans le monde de l'édition jeunesse? Oui, ça a été un bouleversement qui a permis de faire connaître beaucoup plus la littérature jeunesse. On rêve tous d'avoir une licence qui puisse prendre le même essor qu'Harry Potter. Et de toute façon, ça a permis de faire une visibilité globale sur toutes les séries, et ça amène aujourd'hui à une créativité qu'on n'avait pas connue auparavant. Oui, je crois que surtout que Harry Potter a aussi démontré qu'on pouvait faire des romans jeunesse qui ne soient pas destinés seulement à la jeunesse, mais aussi aux adultes. Et je pense que c'est ce qui fait partie du succès d'Harry Potter, c'est-à-dire que les parents ont vu les enfants lire les romans, et finalement ils se sont demandé mais pourquoi cet engouement, et donc ils sont aussi partis en librairie les acheter pour eux-mêmes. Donc le succès n'est pas seulement jeunesse, il est crossover et aussi adulte, parce que les adultes sont devenus, grâce à Harry Potter, des grands enfants. Et cet international, ça aussi, c'est un point qui a été assez fort pour tout le monde, c'est de voir que ça pouvait parler au public dans le monde entier, quel que soit le continent. C'est un succès qui a surpris tout le monde. Oui, et ça a donné lieu à de nouvelles vagues. Donc on a eu des vagues de littérature sur les magiciens, ensuite ça a dérivé sur les loups-garous ou les vampires, ensuite on a une grosse vague de dystopie, et tout le monde cherche à anticiper la prochaine vague. Alors justement, la Chine est très friande de littérature jeunesse. Est-ce que vous avez quelques chiffres à nous communiquer sur ce sujet? La littérature jeunesse et les traductions représentent à peu près 13% des traductions de livres français traduits. Donc ça, c'est un premier chiffre. Et je dirais que la BD et la jeunesse, mais Nolwenn, tu peux m'arrêter si c'est pas juste. Je crois que c'est les titres les plus vendus sont les titres jeunesse. Oui, c'est assez représentatif pour nous aussi de nos ventes à l'étranger. Effectivement, le marché chinois, c'est environ 13% de nos ventes. Ça dépend des années. Mais pour nous, ça représente entre 40 et 50 sessions par an. Et en termes de chiffres, on a par exemple la série Tom, qui est publiée aux éditions Mango, qui est un succès commercial en Chine et qui s'est déjà écoulé à plus de 20 millions d'exemplaires. Ah oui, 20 millions d'exemplaires. Vous nous parliez tout à l'heure du succès de Seul dans la ville, Marie Dessay. Est-ce que vous avez réussi à comprendre les raisons de ce succès en Chine?
je pense que Seul dans la ville a connu un grand succès déjà grâce au talent d'Yves Grevet, parce qu'il a su trouver les mots pour conquérir un public jeunesse déjà en France, et qu'il ait connu un succès en Chine, ça m'étonne pas totalement, parce que il sait ce qui passionne les enfants, et donc ça c'est évidemment très universel et ça passe les frontières. Oui, ça passe les frontières. Ça n'est pas, Pas seulement bien sûr, un succès. Et puis il y a donc cette nouvelle tendance aussi de l'adaptation, enfin qui n'est pas vraiment nouvelle, mais qui prend de plus en plus d'ampleur, qui est l'adaptation de la BD au cinéma. Il y a eu d'énormes succès ces dernières années. Oui, alors pour nous, un des succès notables, très visibles, ça a été l'adaptation de Valérian par Luc Besson, qui a d'ailleurs été soutenu par des investisseurs chinois qui ont permis de donner de l'ampleur au projet. Mais c'est vrai que c'est un phénomène qui se multiplie. On a eu le Marsupilami qui est sorti en salle il y a quelques années. A priori, le prochain Astérix devrait être retourné en Chine. Donc c'est une tendance qui ne s'arrête pas et qu'on constate à la hausse, effectivement. Ah, il y aura un Astérix tourné en Chine? Ça devrait se faire, oui. Après, on attend les évolutions du contexte sanitaire, mais on croise les doigts. Alors, on parlait tout à l'heure de l'événement Shoot the Book. Nolwenn Guillemot, il y a eu une signature d'un contrat de cession à l'occasion d'une précédente édition de Shoot the Book à Shanghai, je crois. Il s'agissait de la bande dessinée Claw. Ça a été un des événements marquants de Shoot the Book en Chine. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, alors pour nous, c'est vrai que Shoot the Book, c'est une opportunité incroyable, une ouverture vers le marché chinois qui est culturellement et commercialement différent de ce qu'on connaît avec les États-Unis, avec l'Europe. Donc pour nous, c'était très important de pouvoir apprendre à découvrir ce marché. Et grâce au travail des équipes de Shoot the Book et à nos équipes sur place, on a pu nouer des partenariats beaucoup plus durables avec des producteurs chinois et effectivement signer Claw, qui est une série qui marche très bien en France et qui a de toute façon un potentiel chinois parce que ça met en scène des super-héros qui ont des pouvoirs liés aux animaux du zodiaque chinois. Donc ça avait de toute façon un potentiel très fort qui nous paraissait Là aussi, on évident. retrouvait des éléments de la culture chinoise qui pouvaient donc faire des ponts. Oui, ça compte beaucoup, d'autant que le gouvernement chinois avait invité des auteurs de bande dessinée il y a quelques années. Et chez nous, ça a donné lieu à des partenariats, notamment avec l'auteur Richard Marazano, qui a ensuite créé des séries avec des illustratrices et des illustrateurs chinois. Donc ça a été le cas pour les bandes dessinées Sam, Le rêve du papillon par exemple, et ça nous permet de renforcer cette culture commune entre la France et la Chine. C'est un risque finalement que vous prenez à chaque fois que vous décidez en tant qu'éditeur d'adapter un livre au cinéma. C'est ce qui rend passionnant votre métier? Je dirais que c'est pas un risque, je dirais que c'est un cercle vertueux qui se continue pour l'ouvrage, et l'adaptation permet de relancer l'œuvre littéraire, de l'enrichir. C'est une autre vision sur l'œuvre littéraire. Donc toute adaptation et toute nouvelle production est un plus pour l'ouvrage. Oui, c'est toujours une expérience un peu d'équilibriste parce qu'il faut toujours trouver le meilleur compromis pour le producteur, pour l'éditeur, pour l'auteur. On essaie de faire en sorte que les souhaits de chacun soient exaucés au mieux, avec de toute façon l'auteur qui a le dernier mot pour savoir s'il est prêt ou pas à s'engager dans l'aventure de l'audiovisuel. Mais jusqu'à présent, ça a toujours donné des résultats passionnants. Et à chaque fois qu'il recrée le livre et qui lui donne accès à un nouveau public, et ça fait effectivement un cercle vertueux puisque ça permet de ramener aussi de nouveaux lecteurs qui découvrent par le biais de l'écran des histoires qu'ils ne soupçonnaient pas. Et pour finir, est-ce que vous avez d'autres projets avec la Chine? Oui, on a notamment un projet avec Bilibili, qui est un acteur très important en Chine. Et on a un travail commun puisque nous avons lancé le projet de Webtoon Factory, donc qui est la publication de bandes dessinées en ligne, création originale. Ce sont des auteurs qui créent ces bandes dessinées pour cette nouvelle maison d'édition. Et une trentaine de ces titres vont être traduits en Chine, puisque le public chinois jeune est essentiellement lecteur de bandes dessinées sur téléphone. Marie Dessay, vous avez d'autres projets? Alors, pour ce qui est de l'audiovisuel, pour nous, Shoot the Book, c'était une première. Donc, pour l'instant, on espère surtout qu'on va pouvoir créer des relations longues et durables avec les producteurs chinois. Et on a surtout envie de retourner à la foire de Shanghai et à la foire de Pékin pour continuer les échanges fructueux avec la Chine.
Eh bien, ce sera le mot de la fin. Je vous remercie toutes les deux d'être venues sur ce plateau, nous parler de Shoot the Book et de vos collaborations avec la Chine. Et je vous dis merci à vous, téléspectateurs, qui nous suivez chaque semaine. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Pour tout vous dire.